Bonjour. Donc après avoir travaillé sur l'alimentation dans les premières leçons, nous allons attaquer là le chapitre 2 sur l'énergie et l'eau en essayant de comprendre que ces ressources sont à ménager et à mieux utiliser. Nous allons voir dans cette leçon pourquoi. Et nous allons commencer avec l'eau en visionnant ce petit documentaire et ensuite je reprendrai la suite de la leçon pour vous expliquer les points importants, les points forts de cette vidéo. Regardons un globe terrestre. Sur notre Terre, l'élément le plus répandu, c'est l'eau. Elle couvre 71% de la surface de la Terre, mais cette eau est salée dans sa quasi-totalité, 97,5% exactement. Il ne reste donc que 2,5% d'eau douce, dont 2% sont stockés dans les glaciers des montagnes, dans les calottes polaires, ce qui la rend difficilement utilisable. Reste donc seulement 0,5% sous forme liquide, située dans les nappes phréatiques, ou les autres surfaces, c'est-à-dire les lacs, les rivières et les fleuves. Donc si l'on résume, alors que notre planète est très bien pourvue en eau, nous ne disposons en fait pour vivre que de 0,5% d'eau douce. Voilà donc pour la quantité, les grandes masses. Maintenant, regardons les lieux en utilisant une carte un petit peu particulière. Cette carte est une anamorphose, c'est-à-dire que la taille de chaque territoire est proportionnelle au volume annuel d'eau douce disponible. Cette disponibilité, elle est liée à la présence de la végétation, des fleuves, aux nappes souterraines et aux précipitations. Eh bien, on voit que dans le monde, les disponibilités sont réparties de façon très inégale. La déformation de la carte, en effet, nous fait bien voir que l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est sont très bien dotées en ressources hydriques, alors que l'Australie disparaît par exemple presque complètement de la carte, car le pays est fréquemment mais inégalement en situation de stress hydrique. Mais c'est surtout au Maghreb et au Moyen-Orient, qui sont des zones arides ou semi-arides, que ces ressources sont les plus faibles, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Voilà pour les disponibilités. Maintenant, comparons avec une autre anamorphose, celle du niveau de consommation de l'eau douce, où la taille de chaque territoire, là, est proportionnelle à sa consommation d'eau annuelle. C'est l'Amérique du Nord qui consomme, alors qu'on l'a vu, les ressources sont plutôt en Amérique du Sud. Le Moyen-Orient réapparaît, la Syrie, l'Irak, l'Iran, qui sont des pays surtout agricoles, donc gros consommateurs d'eau, tout comme dans le sous-continent indien, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh. Alors on le constate, la consommation en eau varie grandement d'un pays à l'autre et d'un mode de vie à l'autre. Ce niveau moyen de la consommation en eau n'est donc pas lié à la disponibilité, mais au niveau de développement économique et aux pratiques culturelles de chaque société. On peut dire ça autrement, les tensions que l'on voit apparaître sur cette ressource ne sont pas liées à l'accroissement de la population mondiale, mais au mode de vie d'une certaine partie de celle-ci. Pour preuve, au XXe siècle, la population a été multipliée par 3,8, alors que les prélèvements ont été multipliés par 7. On peut relativiser cet écart en rappelant que le cheptel et les surfaces cultivées à travers le monde ont elles aussi beaucoup augmenté pendant le XXe siècle. Voici donc ainsi plantée la géographie des disponibilités et des consommations. Eh bien, voyons maintenant comment se fait la répartition des usages par secteur. Il y a 3 activités qui sont grandes consommatrices d'eau douce. L'agriculture, qui représente à elle seule 70% des prélèvements d'eau, le secteur industriel, qui utilise chaque année en moyenne 20% des prélèvements, et les besoins domestiques, c'est-à-dire l'eau de tous les jours, qui prennent les 10% restants. Donc, par conséquent, si on doit résumer ce reportage autour de deux grands chiffres marquants, on a vu que 97,5% de l'eau sur Terre est salée, c'est-à-dire elle vient de la mer, donc potentiellement inutilisable pour les besoins vitaux, et seulement 2,5% de l'eau douce est présente sur la Terre, dont 2% d'eau des glaciers, hein, qui est très inaccessible. Il ne reste donc que 0,5% d'eau consommable dans les lacs, dans les rivières et les fleuves. Donc la question que l'on peut se poser,
face à cette constatation est la suivante. Si l'eau est une ressource rare et inégalement répartie, comment peut-on assurer les besoins de la population mondiale sans surexploiter cette ressource, puisque nous l'avons vu, elle est très rare. Donc, nous allons commencer par la leçon 1 avec une étude de cas d'une région des États-Unis. Ici, vous voyez de l'ouest des États-Unis, la Californie, en se demandant comment la Californie utilise-t-elle et gère-t-elle la ressource en eau. Donc, on va commencer à noter donc, ce titre ainsi que la question et l'élément de localisation. La Californie est un État de la côte ouest des États-Unis. Et vous allez retrouver sur votre livre, à la page 260, une série de documents pour pouvoir répondre à une première partie de la question, l'utilisation de l'eau en Californie. Donc nous allons ces documents les analyser ensemble et essayer d'ajouter peut-être des documents et des éléments supplémentaires. Donc tout d'abord, nous allons observer l'inégale répartition de l'eau en Californie d'après cette carte sur les ressources. Donc on y voit un contraste entre les zones bien arrosées, situées sur la principale chaîne de montagnes de l'État, la Sierra Nevada, mais aussi, vous le voyez, le long du littoral qui s'étend un petit peu de San Francisco jusqu'à la frontière avec l'État voisin, l'Oregon. Au contraire, les vallées, ici, et les espaces désertiques au sud sont arides, voire très arides. Enfin, on le voit, le nord de l'État et toute la partie un petit peu autour de la Grande Vallée possède ce qu'on appelle des sous-sols riches en eau, que l'on dit aquifères, que l'on voit ici. Donc, voici comment l'eau disponible est disponible et rappelons-le, inégalement répartie. Et voyons comment elle est utilisée en Californie. Donc, trois grandes utilisations sont à repérer. D'abord, l'agriculture, ensuite l'industrie, et aussi, on le voit avec ce document, pour les usages quotidiens, les usages urbains domestiques, lessive, piscine, tâches quotidiennes. Et ensuite, plus surprenant, mais nous allons le voir pas tant que ça en Californie, pour des usages beaucoup plus touristiques ou des usages de loisirs, avec l'exemple ici d'un golfe verdoyant de Palm Springs, qui est au sud de la Californie, et on peut voir en arrière-plan des zones très arides qui contrastent avec ces zones extrêmement vertes, puisqu'elles sont surarrosées pour des besoins touristiques et des besoins de loisirs. Donc on reviendra un petit peu sur ce contraste. Donc si on zoome un petit peu, tous ces besoins nécessitent alors d'importants aménagements. On peut le voir ici avec une terre agricole qui est abondamment irriguée et on peut observer qu'il y a un vaste réseau, vous le voyez ici, de conduites en eau qui proviennent de la montagne. Donc comme on l'a vu précédemment, c'est la montagne, la Sierra Nevada, qui regroupe, si vous voulez, qui concentre les principales ressources en eau, et ces ressources en eau sont exploitées, conduites par des longs tuyaux, en quelque sorte, qui vont alimenter ces différents jets d'eau pour arroser. Ici, je pense que c'est un espace viticole de la Californie. Donc il y a aussi d'autres aménagements. Vous avez par exemple des barrages qui sont le long des grands cours d'eau de la région, le cours d'eau le Sacramento par exemple, mais vous avez aussi des forages d'eau souterraines. On creuse comme pour rechercher du pétrole si vous voulez, sauf que là c'est une richesse particulière, c'est l'eau qui nécessite des gros forages pour atteindre ces nappes phréatiques qui sont souvent à plusieurs kilomètres en forant dans l'intérieur des terres. Donc, nous pouvons aussi observer des barrages qui sont mis sur la Californie. Ici, vous avez le barrage de Shasta au nord de la Californie et qui est assez ancien puisqu'il a été construit en 1945. Donc vous voyez ici des retenues d'eau, une grande retenue d'eau qui va permettre d'être utilisée par toutes les personnes de la région. Cette retenue d'eau alimente, favorise, permet les besoins agricoles et les besoins en industrie, mais aussi les besoins
pour la vie quotidienne de toute cette région qui profite de cette ressource. Donc on va pouvoir noter ces premières constatations. Donc en Californie, l'eau est utilisée pour l'agriculture et des usages domestiques et urbains, loisirs par exemple. Cependant, on y observe des zones arides où l'accès à l'eau est difficile. Par conséquent, les autorités doivent trouver des solutions pour satisfaire les nombreux besoins en eau d'une population de 40 millions d'habitants. C'est la population de la Californie. Donc, des aménagements comme les barrages, ce qu'on appelle des barrages réservoirs, on l'a vu, et des transferts d'eau sont mis en place. Donc, si on revoit ça à l'échelle mondiale, eh bien, on peut se demander si la situation observée en Californie est observable ailleurs. Eh bien, on remarque que la situation californienne n'est pas unique. On peut observer de nombreux pays ou de nombreuses régions dont la disponibilité en eau douce est critique. Par exemple, on a tout le Maghreb ici, Algérie, Maroc, Tunisie, Soudan, Égypte. On a une grande partie du Moyen-Orient, sud de la Turquie avec notamment la Syrie, et on a aussi l'Afrique du Sud qui sont en pénurie d'eau. D'autres régions sont, on l'expliquera, à ce qu'on appelle un stress hydrique, c'est-à-dire lorsque les ressources en eau sont en dessous des besoins moyens d'une personne. C'est le cas de l'Inde et du Pakistan, c'est le cas du Nigeria, et c'est le cas d'autres États, notamment l'Éthiopie, qui sont en stress hydrique. Et on observe aussi, comme pour la Californie, la multiplication d'aménagements sur les cours d'eau, comme on le voit ici en Russie, de nombreux barrages. On le voit aussi sur le Yangtze en Chine et sur le Colorado, de nombreux barrages qui sont mis en place pour stocker et faire profiter les habitants de la région de l'eau, des barrages aussi importants qui sont présents en Égypte. Donc, on va pouvoir continuer la trace écrite avec cette constatation. Donc, sur la Terre, l'eau exploitable par les hommes est un bien rare et partiellement renouvelable, parce qu'une partie de l'eau de pluie s'infiltre dans le sol et reste ce qu'on appelle dans les nappes phréatiques, ce qui va entraîner la nécessité de faire des forages pour accéder à cette ressource. Donc, la répartition est très inégale sur la Terre. Certaines zones manquent d'eau, on l'a vu, pénurie, ou utilise toute l'eau disponible. C'est le stress hydrique qui fait que l'eau ne peut pas assurer l'assurance des biens pour toute la population n'est pas possible. Donc quelques définitions importantes, nappe phréatique, ce qu'est une pénurie et ce qu'est le stress hydrique. Donc voilà le constat que l'on a pu faire avec l'exemple californien, mais aussi voir que d'autres régions, d'autres États sur la Terre ont la même problématique ou les mêmes utilisations de l'eau qu'en Californie. Donc maintenant, demandons-nous, puisqu'on a compris que l'eau était un bien pas renouvelable, qui était un petit peu en danger, où il y avait des pénuries, eh bien comment gérer cette ressource de manière durable? Et retournons là sur l'exemple californien, donc avec les documents de votre livre à la page 262, en nous demandant comment gérer durablement l'eau en Californie. Donc, analysons ensemble les documents. Donc, observons le premier document qui est une carte de la région de la Californie avec, à cette échelle, à l'échelle d'un État comme la Californie, on peut voir que la gestion de la ressource en eau devient un enjeu premier. Donc, comme le montre ce document, cette carte, la ressource en eau est en danger. On observe plusieurs éléments critiques comme la pollution des eaux et des fleuves, que l'on peut voir notamment sur le fleuve principal qui est le Colorado, mais aussi des lacs en cours d'épuisement, comme le lac d'Oroville qu'on verra tout à l'heure, ou le lac Folsom, ou le lac Tahoe qui fait la frontière avec le Nevada. Donc il y a aussi des conflits pour le partage des eaux entre l'Arizona, l'État voisin, et la Californie. Puisque ce fleuve, le fleuve Colorado, marque la frontière entre ces deux États. Donc ce fleuve fait l'objet d'importantes batailles entre ces États américains et la riche Californie, qui a droit à peu près à 5 milliards de mètres cubes d'eau du fleuve Colorado,
est accusé par ses voisins, l'Arizona et le Nevada, de consommer une très grande partie, à peu près presque 100 millions de mètres cubes d'eau par an, en plus de la quantité autorisée. Mais les tensions les plus vives concernent la Californie et le Mexique, où le fleuve Colorado traverse une partie du pays Mexique avant de se jeter dans le golfe de Californie. Donc, lorsqu'il arrive au Mexique, ce fleuve-là connaît un débit extrêmement réduit puisqu'il a été, les eaux du Colorado ont été largement utilisées, notamment pour les besoins de la région Californie et Arizona, et cela crée des tensions avec le Mexique. Le gourmand voisin californien pompe une grande partie des ressources en eau, ce qui fait que quand le cours d'eau arrive au Mexique, il a beaucoup moins un débit important par rapport à ce qu'il devrait avoir. Donc on va continuer avec la diapo suivante. Comme on peut le voir sur cette photographie prise lors des sécheresses de 2011 et de 2014, on a pu remarquer la baisse du niveau d'eau. Regardez ici, en 2011, le lac est relativement bien pourvu en eau. Regardez un petit peu plus tard, dans une période de sécheresse, regardez le cours d'eau qui alimente le lac est à sec, ce qui fait les conséquences, le lac à sec aussi. Donc on va voir que grâce à un petit reportage réalisé par France 2 à l'été 2015, les conséquences et les problèmes de ces différentes périodes de sécheresse en Californie. Donc je vous laisse consulter cette vidéo et ensuite je vous reprends pour la suite de la leçon. Une ville en plein désert, c'est la folie des hommes. Vu du ciel, on comprend encore mieux ce contraste entre les parcelles de sables arides et les parties construites, verdoyantes. Alors que 2015 s'annonce comme une année record pour la sécheresse, en Californie, Palm Springs fait figure de défi permanent. Tous ces endroits construits, il n'y a encore pas si longtemps, ce n'était que du désert. Là, c'est ce qu'on appelle la ville du soleil, un quartier de retraités. Piscine, golf, hôtel-club, une ville de confort où l'on dénombre 120 terrains de golf, un lac artificiel. Consommation moyenne, 820 litres d'eau par jour et par personne. C'est 5 fois plus qu'un Français. Et la sécheresse n'a pas modifié les habitudes. La ville reste une destination prisée des habitants de Los Angeles et San Francisco. Quand il y a du brouillard sur la côte ouest, en mai ou en juin par exemple, les gens viennent dans le désert pour y trouver le soleil, la chaleur. Ici, les touristes ne culpabilisent pas. À leurs yeux, c'est le gouvernement de Californie qui manque de courage, coupable de ne pas prendre de mesures spectaculaires. S'ils savent depuis longtemps qu'on a les têtes dans cette situation, alors pourquoi on en parle seulement maintenant et pas il y a 5 ou 6 ans ? Et pourtant, il y a urgence. Le deuxième réservoir le plus important des États-Unis, photographié à gauche en 2011, à droite en 2014, s'est vidé. Le même d'un autre angle. Prise de l'espace, la fameuse Sierra Nevada qui alimente la Californie, autrefois enneigée, a fondu. C'est en voyant ces clichés que le gouverneur a demandé aux citoyens une réduction de leur consommation de 25%. Mais pas question pour autant d'envisager la fermeture de clubs de golf. Selon ce patron, il faut de même tout faire pour les préserver. Palm Springs est la mecque mondiale du golf, et ça on ne va pas le changer. En revanche, il va falloir que l'industrie du golf s'adapte, et ça fait pas de doute. Particulièrement gourmandes en eau, ces résidences de luxe n'ont pas interdiction d'arroser. Si les objectifs ne sont pas atteints, elles paieront plus sans être sanctionnées. Prévoyant, ce patron a trouvé la parade en installant son propre système de pompage jusqu'à la nappe phréatique. Cela lui permet de recycler et de réduire sa facture. On dépensait à peu près 120 000 euros en eau pour tout le golf. Et là, cette année, on a réduit la facture à 116 000 euros. À Palm Springs, dès le printemps, le baromètre dépasse les 45 degrés. L'usage de l'eau est évidemment un enjeu pour tout le monde. Certains font la chasse aux abus en filmant eux-mêmes ce gaspillage, comme l'arrosage de ce camion. Et voilà comment on utilise l'eau en Californie. Des vidéos qui sont ensuite postées sur Internet. Les auteurs espèrent faire changer les mentalités, stopper les fuites d'eau en pleine rue, arrêter définitivement l'usage des fontaines dont l'eau coule en permanence. Ce qui enrage une partie de la population,
Ce sont ces pelouses qu'il faut arroser fréquemment. La Californie n'est pas à un paradoxe près. Pour faire bonne figure, certaines municipalités ont mis à l'arrêt des fontaines à eau, mais de l'autre, elles multiplient les projets de construction et donc augmentent les besoins en eau. Sans mesures restrictives, le salut ne peut venir que du bon vouloir des habitants. Marie a fait le choix d'un jardin qui n'a pas besoin d'être arrosé. Ces plantes du désert puisent naturellement leurs besoins dans la terre. Un choix qui, selon elle, devrait être obligatoire. Je crois que la ville de Palm Springs n'a pas donné le bon exemple. Il n'y a qu'à regarder toutes ces belles pelouses autour de l'aéroport et dans les lieux publics. Les gens doivent se réveiller. Il y a trop de signes inquiétants. Il faut agir de façon responsable. Marie fait figure d'exemple à Palm Springs, n'empêche qu'elle n'a quand même pas décidé d'abandonner la piscine. Donc vous avez vu Une ville en reportage ici extrêmement parlant nous montre les solutions pour faire face à la
pénurie d'eau dans certaines régions de la Californie, notamment au sud, et à certaines périodes de l'année. Donc, évidemment, des solutions existent. On va en voir quelques-unes et on vous en a montré quelques-unes dans le documentaire. Donc, on voit ici un résident de la ville de Palm Springs qui va utiliser de la peinture verte pour reverdir sa pelouse, car les restrictions d'eau décidées par l'État lors des grandes sécheresses limitent l'arrosage des pelouses, le lavage des voitures ou notamment le remplissage des piscines. Donc pour avoir une pelouse verte et attractive, eh bien voilà une solution peu consommatrice en eau, eh bien reverdir la pelouse. Vous avez aussi eh bien, des vastes campagnes de prévention destinées aux jeunes pour miser sur la pédagogie et pas la répression, notamment qui explique comment limiter l'usage de l'eau et arriver à des pratiques beaucoup plus responsables. On vous incite à ne pas rincer votre allée, arrêter de trop arroser pour ne pas gaspiller l'eau de manière un petit peu, voilà, un petit peu plus ludique et humoristique. Vous avez aussi une autre catégorie pour restreindre la consommation d'eau pour les jardins. Il y a un objectif aussi en Californie, c'est-à-dire l'objectif gazon contre dollar. Par exemple, la ville de Los Angeles offre 3 dollars par tiers de mètre carré de pelouse qui a été remplacée par des pierres, des galets, des pailles minéraux, des plantes grasses, beaucoup moins gourmandes en eau. Et ici, on voit des ouvriers qui sont en train de mettre en place un système de goutte à goutte pour les rares plantes qui sont dans ce jardin-là. Donc ce système de goutte à goutte eh bien, qui va permettre aussi d'économiser l'eau tout en ayant un jardin assez plaisant à regarder. Donc des mesures sont mises en place. Alors des projets beaucoup plus ambitieux voient aussi le jour. Ici nous sommes à Carlsbad, au bord du Pacifique, où on a ce qu'on appelle une usine de dessalement de l'eau de mer qui a été créée en 2014. Ici, vous avez le Pacifique et ici, l'immense usine de dessalement de l'eau de mer, pardon, ici avec le réservoir ici de l'eau de mer qui est traitée, pour permettre d'alimenter, de permettre aux habitants de la région de profiter sans restriction d'une eau. L'avantage, c'est que c'est relativement écologique et que la ressource, j'allais dire d'eau salée, la ressource du Pacifique, est totalement inépuisable. Vous doutez, avant que de vider totalement la mer, eh bien, il faudra quand même pomper des quantités incroyables d'eau, et c'est pas demain la veille que le Pacifique sera vidé. Donc, c'est peut-être une solution d'avenir. Le problème, c'est que ces usines de dessalement sont très coûteuses, c'est-à-dire elles coûtent beaucoup d'argent, elles nécessitent une main-d'œuvre importante, et seuls les pays plutôt riches, États-Unis, Californie, on le verra, peuvent engager des frais aussi conséquents pour ce type d'aménagement. Donc, on va pouvoir noter ceci. Donc, malgré les différents aménagements, la gestion de l'eau est un enjeu important en Californie. Une gestion durable est mise en place pour économiser la ressource avec des solutions techniques comme le goutte à goutte ou encore avec la construction d'usines de dessalement de l'eau de mer. Donc cette dernière solution est très coûteuse, mais on l'a dit, s'avère inépuisable. Donc pour conclure, un petit schéma qui va rappeler tous ces éléments au niveau de l'eau, ressource essentielle. Donc on a vu que les besoins étaient de plus en plus importants. Augmentation de la population, une population qui vit de plus en plus dans les villes avec les besoins liés à l'urbanisation et des surfaces agricoles de plus en plus grandes, donc de plus en plus gourmandes en eau. Malgré tout, eh bien, cette ressource est rare et surtout inégalement répartie et, on l'a vu, difficile d'accès, notamment pour les glaciers et pour l'eau de mer, difficile d'accès. Alors, dans les pays riches, eh bien, la chance, c'est d'avoir de nombreux aménagements hydrauliques, des barrages, usines de dessalement ou autres, pour accéder à la ressource et des éléments aussi qui permettent une gestion durable.
Par contre, dans les pays pauvres, les aménagements, les barrages, usines de dessalement quasiment inexistantes, voire très modestes, et les problèmes sanitaires liés à ce difficile accès à l'eau font que il y a un manque d'eau potable, donc développement de maladies dans les pays pauvres liés à l'absence d'une eau relativement consommable. Donc nous allons terminer par la réalisation d'une carte qui va englober tout ce que nous avons vu. Donc je vous ai mis cette carte, ce fond de carte dans les documents, les pièces jointes d'école directe. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? On va pouvoir déjà noter les États qui sont en situation de pénurie d'eau douce. Donc, je les ai notés ici en rose avec l'État inscrit en intérieur. Donc, c'est le cas de l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. On a des États aussi qui sont en conflit pour la gestion, le partage des usages des eaux. On l'a vu entre les États-Unis et le Mexique au niveau du fleuve Colorado, mais aussi sur l'exploitation du Nil, le long du Nil, 3 pays limitrophes qui profitent de cette ressource en eau du Nil, eh bien, sont en tension, pas en guerre, mais en conflit pour l'exploitation de cette ressource en eau. C'est l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, avec l'Égypte notamment qui met en place de nombreux barrages et qui limite peut-être l'utilisation en eau pour les pays limitrophes. On va noter ensuite, très important, les grands fleuves du monde. Donc l'Amazone, le Mississippi, Niger, Congo, etc. Vous avez les longs fleuves russes, les fleuves en Asie et les fleuves chinois à ne pas oublier. Et aussi sur ces différents fleuves, les grands aménagements comme les barrages. Donc très important le barrage du Nil, le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze-Yang et aussi les usines de dessalement qui sont peut-être la solution d'avenir pour l'exploitation en eau. Et on remarque que ces usines de dessalement sont surtout concentrées dans des pays à haut revenu, des pays plutôt riches, et que les pays du Sud, les pays pauvres, notamment une grande partie de l'Amérique du Sud, une très grande partie de l'Afrique, une grande partie de l'Asie, n'ont pas encore de grandes usines de dessalement parce que cet aménagement est extrêmement coûteux. Donc, on se retrouve, nous, la fois prochaine avec une nouvelle leçon sur une autre ressource. Ça sera plus la ressource en eau, les ressources au niveau des énergies, le pétrole, le gaz, etc. pour voir là aussi comment ces ressources sont exploitées, utilisées par les différents pays du monde.